Ça y est, c'est bon, on l'attendait depuis plusieurs semaines, on savait que c'était fait, et désormais c'est enfin officiel. Pierre Gasly rejoint Esteban Ocon pour former un duo 100% français chez Alpine à partir de l'an prochain. Une nouvelle absolument énorme qu'on va débriefer en longueur dans cette vidéo. J'attends bien évidemment vos avis dans les commentaires. Pour l'occasion, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. On est parti. La première chose que j'ai envie de souligner, c'est que ça y est, Alpine met fin à un mercato d'été qui aurait été extrêmement compliqué pour elle, et ce, en prenant le meilleur potentiel positif à disposition. C'est un gros ouf de soulagement, et j'ai aimé le fait qu'ils aient pris leur temps pour faire les choses bien. Alors on va pas répéter les erreurs et les torts faits sur les cas Piastri et Alonso, mais après un tel fiasco, ils ont su ne pas se précipiter. Pas grave si le siège à côté d'Ocon restait vide pendant plusieurs mois et que tout le monde continuait d'en parler. On sent que pour ce recrutement, ils se sont posés, des priorités ont été définies et il y a eu une vraie réflexion. Ils n'ont d'abord pas voulu de Ricciardo, trop de doutes sur son niveau sportif après 2 années difficiles, un rapport âge-garantie sportive pas assez intéressant, un retour avec son ex qui aurait pu donner une image réductrice du projet Alpine et également une certaine gêne évitée car tu aurais repris celui que McLaren a viré pour mettre à la place la pépite qu'elle venait de te voler. Ça aurait pu faire mauvais genre. Pour moi, c'est excellent d'avoir été chercher quelqu'un d'autre que Ricciardo, qui pourtant, il y a 2 mois, se retrouvait être la possibilité la plus évidente et la plus facile à faire. Non, ça montre que le projet Alpine va de l'avant. Mick Schumacher, lui, aurait été une opportunité commerciale intéressante, aurait donné un duo complémentaire avec Ocon et aurait permis d'explorer un potentiel qui ne l'est pas encore à 100%, mais sportivement, cela reste encore trop faible pour une équipe de cette ambition. De Vries était un cas séduisant, mais j'aime le fait qu'Alpine n'a pas bouleversé ses plans après sa performance à Monza. Ils l'ont considéré, mais n'ont pas oublié leur ligne de conduite qui menait à Gasly. Et en ne sautant pas sur De Vries, tu ne laisses pas non plus à côté le coup de la décennie. Il a déjà l'âge de Gasly et en plus il a 100 fois moins d'expérience. Pour moi, entre les deux, il n'y a pas photo à l'heure actuelle. Quant à Douane, j'estime que c'était beaucoup trop tôt. Il a besoin d'une 2e saison de Formule 2 et la place de 3e pilote lui va parfaitement. Et c'était impossible de le préférer à Gasly. Maintenant, il faudra faire attention à lui, ne pas refaire l'erreur que tu as faite avec Piastri, mais dans l'absolu, dans l'immédiat, tu cherches la performance. Tant pis si Douane a la route barrée pendant quelques années. Gasly vaut plus que ça. Et puis il faut aussi signaler que sportivement parlant, Douane c'est pas Piastri. Tout aussi bon soit-il et tout aussi bon peut-il devenir. Pour terminer, ce que j'ai aussi aimé, c'est le test qui a eu lieu en Hongrie pour voir à l'œuvre ce qui aurait pu être les candidats numéro 1 au cas où Gasly n'aurait pas pu venir. Mais bon, le plan numéro 1, c'était de libérer Gasly de son contrat avec AlphaTauri, et de très loin, à mon sens, c'était la meilleure option sportive. Le prix est peut-être un peu cher, quoique, mais tu ne payes plus Alonso, tu n'as plus à entretenir Piastri, et tu dois aller chercher la performance, le pilote qui rapportera le plus de points. Tant pis pour l'argent que tu laisses de côté dans l'immédiat, surtout que l'argent que tu vas donner pour Gasly, il va te le ramener avec des points. Et il vaut toujours mieux ça qu'un pilote que tu payeras moins cher, mais qui va moins t'apporter sportivement. Bref, pas de débat, mais il y a quand même quelques petits points de discussion dans cette arrivée, à commencer par le fait qu'Alpine a désormais 2 pilotes français dans une écurie française. Est-ce qu'elle ne se ferme pas des portes au niveau commercial ? Personnellement, ça ne m'inquiète absolument pas, ce n'est même pas un sujet pour moi. Avoir un pilote étranger, ce n'est pas la clé pour vendre. Il faut d'abord être populaire, être performant en Formule 1, être vu, et donc on en revient à avoir les 2 meilleurs talents possibles dans l'écurie, ce qui est fait. Et en plus, sur le plan français, Alpine vient de changer de dimension. C'est purement énorme. Désormais, c'est l'équipe de France en Formule 1. Ça, au niveau marketing, commercial et image, c'est le jackpot. Donc perso, sur ce sujet-là, j'y vois beaucoup plus une opportunité qu'un problème. Par contre, quid de l'entente entre 2 hommes qui ont un contentieux qui date du karting, la relation pourrait être explosive. En vrai, j'ai confiance en eux. Ils ont grandi, ils sont en Formule 1 depuis longtemps, ils savent que c'est un monde où il faut être très sérieux, ils ont de l'intelligence, ils savent que l'écurie, elle passe avant eux, et puis aussi, gérer ça dans le midfield, c'est plus facile que de le faire quand tu te disputes une victoire. Malgré tout, un duo de pilotes qui ne s'entend pas et qui met en difficulté l'écurie, ça s'est vu des dizaines de fois dans l'histoire de la Formule 1, et ce genre de choses, ça ressort toujours au pire moment.
Même entre deux pilotes qui n'ont pas d'histoire entre eux, c'est parfois dur de gérer les moments de tension. Alors là... Et puis il faut pas oublier que les deux, ils ont leur petit caractère. On se rappelle des débordements entre Ocon et Pérez à une certaine époque, ou encore des fois où il a montré son mécontentement à la radio. Esteban, this is not the place. Et Pierre, il sait aussi faire la tête quand ça va pas, et on l'a déjà vu en perdition quand il n'est pas à l'aise au sein d'une écurie. Pour nuancer, je dois dire qu'ils savent aussi être de très beaux team players. On l'a vu entre Esteban et Fernando depuis 2 ans, ça marche du feu de Dieu, ça s'entend super bien. Et Pierre, il s'est fait virer de Red Bull, mais il n'a pas dit un mot de trop depuis 3 ans, et il est resté très pro. Donc là-dessus, c'est aussi des mecs, on le voit, qui savent gérer. Mais bon, il y a de l'eau dans le gaz à la base du truc, et tous les regards seront tournés vers eux, à minima du côté français, il y aura une pression absolument énorme, ils vont se croiser extrêmement souvent en piste, les points vont être très précieux, à la fois pour le plan sportif et le plan médiatique, et tout ça à un moment charnière de leur carrière, parce qu'ils ont quasiment le même âge, et que celui qui va être battu par l'autre va un petit peu mettre sa carrière dans une impasse. Je veux pas être alarmiste et je redis ma confiance en eux pour être intelligent, mais oui, c'est clairement le point de ce transfert qui peut tout gâcher. Il y a un super potentiel, mais il faut surveiller ça de très près. Venons-en maintenant à Pierre, pour qui, et je pèse mes mots, ce transfert est un vrai miracle. Sportivement, aucun miracle d'atterrir dans une telle équipe. Ce mec, champion dans les catégories juniors, maltraité et trop rapidement jeté par un top team, mais ultra performant dans le midfield depuis, mérite d'avoir enfin une porte de sortie et un beau projet pour lancer une nouvelle histoire. Le miracle, il réside dans le fait d'avoir pu quitter le giron Red Bull, et ce, maintenant. Au final, c'est lui le grand gagnant de la situation ubuesque autour d'Alonso et Piastri. Sans ça, il aurait fait la saison 2023 à côté de Tsunoda. Et ça, à mon sens, ça aurait pu compliquer gravement, voire même dangereusement, la suite de sa carrière, car Ferrari, Red Bull et Mercedes sont bookés pour un long timing, et car Alpine, McLaren et Aston Martin ont toutes bougé cet été. Autrement dit, il n'y aurait plus de spot à prendre pour Gasly à l'été 2024, ou alors un petit Williams ou un petit Haas qui traîne, et encore, d'ailleurs on le voit, l'été prochain, la silly season sera beaucoup moins animée, car tout le monde s'est refait cet été. Rester chez AlphaTauri en plein jeu de chaises musicales géant sur la grille, c'était foncer droit dans le mur. Dieu merci, il ne vivra pas cette situation. C'est donc une splendide nouvelle. Enfin, il est sorti du puits dans lequel Red Bull l'avait enfermé. Il ne pouvait pas remonter dans la maison mère et devait performer en attendant le moment où prendre son envol. C'est arrivé, c'est aujourd'hui. Maintenant, il va devoir faire une Carlos Sainz, créer sa propre voie en dehors du giron. Pierre va pouvoir faire ça chez un constructeur, français qui plus est, à 27 ans la saison prochaine, avec déjà beaucoup d'expérience, en ayant gagné un Grand Prix, ce qui l'a propulsé dans une autre catégorie, et le tout dans le projet le plus propre et le plus avancé de la grille actuellement hors top team. C'est tout bonnement l'opportunité de sa carrière, c'est littéralement là-dessus qu'elle va se jouer. Maintenant, la question qui se pose, c'est lequel des deux est le plus fort? Qu'attendre de ce duel? Après plusieurs années les observer, j'ai tendance à trouver qu'Ocon est peut-être plus régulier. Il est aussi en position de force car il connaît déjà l'équipe. Il démarrera donc avec une petite avance, mais il doit également prouver qu'il a ce truc, qu'il n'est plus qu'un excellent soldat d'équipe, ce qu'il est déjà. Gasly, lui, est peut-être capable de produire des hauts plus hauts qu'Ocon, mais je trouve qu'il a aussi des bas souvent plus bas. On ne sait pas encore s'il est World Championship Material, et on ne l'a jamais vu faire le bonheur d'une écurie solide du milieu de la grille. Pour la première fois de sa carrière, en dehors de son court et lunaire passage chez Red Bull, il va jouer dans une équipe qui est dans les points chaque dimanche quand tout se passe normalement. Ça change la donne. Attention aussi, les deux n'ont absolument pas la même image et la même aura médiatique, deux profils très différents. Vraiment, par moments, ils sont assez opposés. Je suis donc extrêmement curieux, comme tout le monde, de voir comment ils vont se départager. C'est pas aujourd'hui qu'il faut se projeter là-dessus, on a bien le temps lors de la prochaine intersaison de le faire. J'attends évidemment vos avis là-dessus, mais en tout cas, je le redis, c'est un tournant, parce que ces deux pilotes-là, ils entrent dans leur prime et ils vont se jouer un des plus gros duels français de l'histoire de la F1. Bon, avant de finir cette vidéo, faut quand même parler des mouvements qui découlent de ce transfert sur le marché, et notamment l'arrivée prochaine de Nyck de Vries chez AlphaTauri.
Pour le néerlandais, c'est génial et mérité. Quand tu as gagné la F2, réussi ailleurs, toujours performé dès qu'on t'a mis au volant d'une Formule 1 et effectué une pige comme celle qu'il a effectuée à Monza, c'est dur de questionner sa légitimité. En plus, cela vient réparer une sorte de petite injustice, puisque jusque-là, la Formule 1 lui avait toujours fermé ses portes de manière un petit peu trop dure. Maintenant, je redis que pour moi, on n'est pas sur le crack de la décennie. La saison de Formule 2 2019, elle reste quand même plutôt faible. Il aura déjà 28 ans la saison prochaine. Et mine de rien, si son train était passé à l'époque, ce n'est pas pour rien. Et ça ne m'a jamais rendu triste. Je me suis jamais dit mince, on a raté un talent fou. Après, il est très bon, on l'a vu dans une Formule 1, il est capable de marquer des points, ce sera un pilote qui comptera sur la grille, j'ai hâte de voir comment il peut se développer, quand on va lui laisser enfin du temps et l'opportunité, c'est cool, le 21e homme de la grille a enfin les cartes en main. Au final, la seule chose qui m'interroge vraiment dans ce transfert, c'est pourquoi chez AlphaTauri? Pourquoi Red Bull va chercher un mec de 27 ans hors de son giron? En plus, jusqu'à Monza, il ne s'intéressait absolument pas à lui. J'ai du mal à croire qu'Helmut Marko se soit rendu compte d'un coup qu'il était passé à côté d'un talent générationnel. Alors pourquoi l'avoir pris? Je sais que le duo Max-Checo est booké pendant plusieurs années et que du coup tu n'es pas dans l'urgence par rapport à tes jeunes, t'en as quasiment pas besoin en fait tant qu'il y aura Max en position. Donc c'est pas primordial d'en avoir une place libre chez AlphaTauri, d'autant plus que cette année pas mal d'entre eux t'ont déçu, mais quand même, il y a un siège en moins. Peut-être que ce qu'il compte faire, c'est mettre De Vries en leader de l'écurie, le pilote qui va ramener des points, le Gasly bis avec peut-être moins de potentiel, et à terme peut-être que ça pourra faire un excellent Perez bis pour monter chez Red Bull à côté de Max, et puis si c'est mieux que ça, une potentielle surprise, eh ben c'est le jackpot, et t'auras pas payé grand chose pour tester ce mec. Pourquoi pas donc au niveau de l'opportunité de marché immédiate? De Vries est libre, tu t'en fiches un peu de tes jeunes, Max est déjà là pendant des années, Gasly s'en va, tu testes le coup. Ok, mais c'est plutôt la stratégie globale d'AlphaTauri que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi quitter la ligne de l'écurie formatrice? Colton Herta et De Vries, c'est quand même des pistes qui sortent de l'ordinaire pour une écurie B. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer autour de la relation Red Bull-AlphaTauri, mais j'arrive pas encore à le formaliser. J'ai pas encore tout saisi. En tout cas maintenant, sur le reste du marché, il ne reste plus que 2 places libres, une chez Haas et une chez Williams. Normalement, on devrait se retrouver avec le rookie américain Logan Sargent chez Williams. Aucune autre piste n'est franchement très craquante, alors autant tester ton jeune qui fait une saison prometteuse et qui en plus t'ouvre des portes outre-Atlantique. C'est assez intéressant. Quant à Mick Schumacher, je n'arrive toujours pas à savoir ce qui se trame dans les coulisses, pourquoi il veut absolument quitter le giron Ferrari alors que c'est actuellement sa meilleure chance de rester en Formule 1 à court terme, pourquoi Haas ne veut plus vraiment de lui, que se passe-t-il? Franchement, les négociations sont très bizarres et on a le sentiment que ça pourrait finir en eau de boudin pour lui. Si Mick n'est plus en Formule 1 l'an prochain, c'est pas totalement improbable. En plus, sportivement, je vois du progrès, mais ça reste très brouillon et le niveau de la Haas baissant, il a du mal à le concrétiser en points. En plus, j'ai peur que le crash gênant en fin de FP1 hier ne tombe vraiment au pire moment. On verra. Perso, je suis d'avis de donner une 3e saison à Mick, car je pense qu'il la mérite. Et en plus, si t'en donnes une à Tsunoda, autant la donner à lui. Surtout que les remplaçants, si c'est Giovinazzi ou Hülkenberg, ça me chauffe pas des masses. Mais bon, entre les intérêts de Mick, ceux de Haas et ceux de Ferrari, j'ai encore du mal à démêler le sac de nœuds. On pourrait aussi parler de Ricciardo, qui va peut-être bientôt devenir 3e pilote chez Mercedes. Va-t-il revenir un jour en Formule 1? Du coup, plein de questions se posent. Bref, la Silly Season a connu un gros pas aujourd'hui, mais n'est pas tout à fait fini. On aura donc l'occasion d'en reparler. Bien sur ce, je vous remercie de votre écoute. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, rendez-vous dans les commentaires pour en discuter. J'espère que ça vous a plu. Et si ce n'est toujours pas fait, mettez votre pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. On est là pour parler F1, on aime tous la F1. Qu'on se rejoigne. Sur ce, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui nous dit qu'en cas de problème de gestion, Alpine n'aura qu'à mettre un panneau en bord de piste avec marqué slow. Généralement, les pilotes comprennent très bien le message et ça calme direct les choses. À bientôt.